Récemment, j'ai vu une vidéo de George R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones. Et dans cette vidéo, en fait, on lui pose la question suivante qui est c'est quoi vos conseils pour faire des super romans de fantasy, etc. Et lui, tout de suite, il prend la tangente. Après, il répond un peu plus à la question en parlant vraiment d'écriture et tout. Mais il prend un peu la tangente en disant c'est quoi la fantasy finalement? Donc, je crois que c'est peut-être l'intervieweur qui lui dit est-ce qu'il y a une spécificité dans la fantasy, etc. par rapport aux autres types de choses qu'on peut écrire et tout, aux autres genres. Et Martin, il répond bah moi, quand j'étais plus jeune, quand je lisais, etc., je me disais pas ah ça c'est de la SF, ah ça c'est de la sword and sorcery, ah c'est de l'horreur cosmique et ça c'est du machin du truc. Il rappelle une vérité fondamentale qui est que en fait les mots qu'on utilise, les catégories qu'on essaie de créer, elles sont là pour essayer de faciliter la manière dont on peut parler des choses. Donc en fait, ces mots peuvent servir aux critiques, aux étudiants. Ça permet de créer des sortes de catégories pour que notre cerveau il puisse plus facilement les traiter. Mais ce qui nous rappelle aussi, parce qu'en fait ça c'est assez évident, hein, mais ce que ça nous rappelle aussi, c'est qu'au final, tous les mots, tous les conseils, tous les genres, toutes les catégories auxquelles on va être exposé, finalement, c'est des choses qui viennent structurer notre manière de percevoir la réalité. Quand je regarde une œuvre et que je suis en train de m'interroger pour savoir dans quel style je la mettrai, j'essaye de régler un inconfort. Alors, il y a deux possibilités. Soit j'essaye de la décrire à quelqu'un d'autre, et dans ce cas-là, pour faire une sorte d'économie de mots, ce qui est déjà une sorte de recherche de confort en soi, pour essayer de faire une sorte d'économie de mots, de lui passer le truc plus facilement et essayer de le convaincre, etc., je vais chercher des mots, de le convaincre de regarder ou pas, de pas regarder, par exemple, un film, je dis, on va prendre ça. Eh bien, je vais essayer de dire, ouais, c'est à peu près de la sorcerie, ça fait un petit peu penser à cet auteur, nanana. Et en fait, je vais essayer de lui packager l'idée pour que lui, il la comprenne. Donc ça, on va dire que l'intention, c'est la communication. Mais il y a une deuxième intention derrière les mots, les boîtes, les trucs comme ça qu'on essaie de créer, les catégories, les conseils, les machins. C'est d'améliorer notre capacité de stockage. Parce que je vais pas me souvenir de toute l'œuvre que j'ai vue, etc. Donc, je vais essayer de la résumer avec des concepts que je connais dans ma tête. Il y a quelques scènes qui vont me rester. Passer quelques semaines, je vais oublier pas mal de choses. Donc, en fait, tout ce charabia que je vous raconte, pour faire la distinction un petit peu entre qu'est-ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce que je suis en train d'écrire, qu'est-ce que je suis en train de lire, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui souvent est très mouvant, manque un petit peu de forme, hein. Parfois, ça c'est dans la tête. Ensuite, il y a la réalité, le produit, dans le monde physique, le film, on peut le regarder, on peut le re-regarder, on peut le re-regarder, on peut le nanana, on peut le voir autant de fois qu'on veut, le film, le livre, le machin, le truc. Et la perception. La perception qui, elle, ensuite, est à nouveau subjective, en fait. Dans la tête, il y a une subjectivité. Ensuite, on crée un truc qui est objectif. Et ensuite, de l'autre côté, c'est d'autres subjectivités qui vont percevoir le truc objectif. Pourquoi je vous raconte ça ? Normalement, je parle de jeux de rôle parce que on est sur la chaîne Le Bon MJ et sur cette chaîne, j'essaie de vous partager des trucs de jeux de rôle. Donc, vous dites, mais qu'est-ce qu'il fout ? On y vient. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de conseils de jeux de rôle. Mais pour l'instant, j'en reste à l'écriture. En fait, il y a un autre truc, c'est que à côté d'un grand auteur comme Martin ou d'autres qui, eux, vont donner des visions très personnelles, parfois des punchlines qui vont être récupérées, transformées en conseils, etc., on a aussi plein de gens qui sont des amateurs ou plein de gens qui sont des étudiants, ou plein de gens qui sont des professeurs, etc. On peut rencontrer un succès planétaire comme certains auteurs, donc on interviewe un peu moins généralement, et qui aussi sont parfois beaucoup plus prudents sur ce qu'ils racontent, ou beaucoup plus conservateurs aussi sur ce qu'ils racontent. C'est-à-dire que à côté de cette interview de R.R. Martin, dans mon algorithme YouTube, pourquoi j'ai un truc de R.R. Martin ? Parce que je regardais des trucs sur des bouquins et tout. Et donc forcément, comme je regarde des trucs sur des bouquins, j'ai des trucs sur l'écriture, et donc du coup, j'ai toutes les chaînes YouTube d'écrivains, de wannabe écrivains, d'écrivains normaux, avec leur petite base de personnes qui les lisent, de gens qui essayent d'analyser les écrivains, de gens qui essayent de se lancer dans l'écriture et qui font une sorte de journal de bord. Et voilà, j'ai tous ces trucs-là, quoi. Vous voyez où je veux en venir. En fait, ce qui est drôle, il y a une sorte de truc de réplication qui est presque assumé. C'est-à-dire que vous avez 100 milliards de vidéos avec quelqu'un qui a mis en miniature les 7 trucs à éviter pour écrire et qui vous dit 7 trucs. Allez, peut-être il y en a un qui est un peu original, qui change un peu, mais sinon, c'est les mêmes qui disent tous les mêmes trucs, en fait. Et c'est ouf de voir l'opposition entre le grand écrivain qui a réussi par chance, par travail, par être là au bon moment, machin truc, par talent peut-être aussi, parce qu'il fait ça beaucoup. Enfin, je sais pas, on s'en fout en fait de savoir le pourquoi. Celui qui a réussi, il a une sorte de forme de confiance en lui qui va lui permettre de balancer ce qu'il veut en fait. Il a beaucoup moins besoin aussi d'être cohérent d'une interview à une autre. Parce que lui, il veut proposer sa subjectivité. On vient l'interroger pour savoir qu'est-ce que lui il raconte. On vient pas lui demander, donnez-nous un cours d'écriture classique, nanana, truc. Il faut surtout pas vous tromper, R.R. Martin. Le mec, il met 50 000 ans à écrire un bouquin, il s'en fout. Il donne
ce que lui, il a envie de faire. Il pense pas au genre. Il est pas en train de vous dire comment est-ce qu'on écrit de la Sword and Sorcery en 7 étapes. Il donne sa vision du truc, quoi. Alors, on peut pas savoir, à l'intérieur, il est peut-être tourmenté, etc. Mais les autres, peut-être moins confiants, ou qui ont envie, voilà, de partager un truc où on est sûr on va pas venir leur taper sur les doigts. Hein. Ça, c'est pas eux qui l'ont inventé. Ils se sont inspirés de quelqu'un qui a réussi, ils essayent de le reproduire, ils vous le livrent, etc., etc. Et si maintenant on regarde ça dans le jeu de rôle, bah le jeu de rôle, il y a une particularité, c'est que déjà, à part quelques bons hommes sur YouTube, il n'y a pas vraiment de... Enfin, on va parler de la pratique du jeu de rôle, j'entends bien. Parce que, vous le savez, sur cette chaîne, je partage des trucs principalement pour les maîtres du jeu. Parfois pour les joueurs, parfois je présente des jeux de rôle. Il y a bien des jeux de rôle à succès. Il y a des jeux de rôle qui ont un succès commercial, il y a des jeux de rôle qui ont un succès parce qu'ils sont innovants, etc. Mais c'est pas de ça que je veux parler, parce que les jeux de rôle sont des jeux. Moi, ce dont je parle, c'est de la pratique. Une pratique qui, si vous êtes comme moi, est quelque chose de très créatif. On a envie de s'investir dedans, etc. Moi, le jeu de rôle, c'est pas juste le fait de s'asseoir et de faire une partie de jeu de société. Il y a tous les trucs en amont, toute la réflexion, tous les trucs que je vous partage, je gribouille, j'écris des trucs et tout. C'est un focaliseur de créativité, en gros. C'est un médium. Je sais pas comment dire ça mieux. Est-ce que c'est un art, etc. On s'en fout. L'idée, c'est que le jeu de rôle, il y a une sorte de truc de perméabilité, de comparaison possible avec tout ce que vous voulez. D'ailleurs, ça donne différents styles de jeu de rôle. Il y a ceux qui sont un peu plus en mode le but c'est de faire comme si. Il y a ceux qui sont en mode le but c'est de s'immerger. Il y en a d'autres, le but c'est machin, c'est truc. C'est le fun. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, sorte de réflexion sur le pourquoi du jeu de rôle, etc., j'ai commencé à la faire sur un blog que vous pouvez aller voir, je mettrai le lien dans la description du blog, et sur ce que j'aime bien dans le jeu de rôle et tout. Mais dans le jeu de rôle, il y a très peu de gens, on va dire, qui ont une sorte d'aura en tant que pratiquants de jeu de rôle, que ce soit joueurs ou maîtres du jeu, et qui sont dans la position de Martine, en fait. Et surtout, on peut se demander quel est l'intérêt d'écouter ces gens-là, en fait. Quel est l'intérêt d'écouter un bonhomme que j'ai vu sur un actual play ou je sais pas quoi, ou même quelqu'un qui ne fait pas d'actual play, qui donne des conseils, etc. Pourquoi je voudrais le copier? Pour quelle raison, en fait? Pour quel succès? Pour quel machin? Ma partie de jeu de rôle ne regarde que moi et les joueurs avec qui je joue. La millième vidéo qui me donne un conseil de jeu de rôle bateau qui pop. Bon, si j'en ai jamais vu, peut-être que ça m'apporte un petit peu de confiance en moi, de me dire ah je vais essayer de faire ça et du coup ça va me, comme ça je vais pas me tromper. Mais j'en sais absolument rien, vous voyez. Comment je fais pour accorder ma confiance en fait à des conseils en jeu de rôle, des conseils de machin de trucs. Martine, je peux me dire à la limite, quand même, il a écrit beaucoup déjà. Donc ça c'est une chose. Ça, on peut le retrouver dans les chaînes de jeux de rôle, etc. Il y a des gens, ils ont beaucoup joué, alors ils nous en apportent pas la preuve. On peut pas le savoir, mais ils ont de l'expérience à partager et c'est toujours bien de partager de l'expérience. Donc, faut bien comprendre que tout ce que j'explique là, c'est pas pour décrédibiliser les vidéos YouTube qui donnent des conseils, etc. Enfin, en tout cas, une certaine catégorie. Donc, ok, j'essaie de tirer les choses de leur expérience parce que moi, je suis novice et donc ça va me donner des petites idées et tout. Mais qu'est-ce que je retire d'autre de ça, en fait? C'est vraiment ça la question fondamentalement. Qui dois-je écouter? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que quand je prépare une partie de jeu de rôle, je dois m'écouter moi? À quoi ça sert tous ces conseils? Est-ce que je dois appliquer la recette copier-coller de 20 000 chaînes YouTube qui ont toutes pris les unes sur les autres les mêmes conseils? Est-ce que je dois essayer de faire rentrer mes idées qui peuvent être un peu informes, etc., dans des sortes de carrés, vous voyez? On pourrait dire que quand quelqu'un envoie un conseil à un maître du jeu, etc., c'est comme un carré, genre un truc, un cadre, vous voyez, genre... Faites en sorte que vos combats soient super rapides. Oh, d'accord, les combats doivent être super rapides, apparemment, sinon le jeu de rôle ne fonctionne pas. Comment je vais faire, moi, dans ma tête? Je n'avais même pas pensé à cette question, je n'avais même pas encore rencontré ce problème. Moi, dans ma tête, c'est des ronds, vous voyez. Et ce qu'on m'envoie, c'est des carrés, et je me dis, ok, je vais transformer mes idées qui sont des ronds dans des carrés. Il faut que je définisse le thème, le ton et le style de ma campagne avant de commencer à écrire quelque chose. C'est la première étape, apparemment. Je n'y avais même pas pensé. Vous voyez, il y a un truc, il y a une sorte de clash bizarre comme ça. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que avant d'être exposé à tous ces conseils, etc., vous étiez peut-être dans un mindset. Un mindset, bro. Come on, we are American here. Vous étiez dans une sorte de mindset d'auteur, vous voyez. Dans une sorte de position d'auteur en mode « Ah, j'ai envie de créer quelque chose. Le jeu de rôle, ça a l'air excitant, c'est stylé et tout. Je vais faire mon truc. » Vous étiez dans la peau de J.R.R. Martin qui se pose évidemment des questions. C'est pas une position simple à tenir, le fait de vouloir accoucher de ses idées. C'est pas simple, c'est pas confortable, etc. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est différent que l'étape ensuite où vous avez regardé plein de conseils. Parfois, c'est moins excitant. Parfois,
là je parle pour moi, hein. J'ai le sentiment que tous les conseils, tout le fait de tout vouloir faire rentrer dans des cases, etc., de trop vouloir formaliser, ça fonctionne très mal pour moi. J'en parlais justement dans mes articles de blog un peu là, que j'avais commencé à faire. Les grandes campagnes de jeux de rôle que j'ai kiffé, ça a été plutôt moi qui ai réussi à sortir quelque chose, je sais pas si c'est très clair, à force de remaniement d'idées, de réflexion, etc., tout seul en fait. Les grandes campagnes pour moi, ça a jamais été, je prends un jeu et j'essaye de faire le jeu, quoi. Ça a jamais été non plus, je prends les conseils d'une personne et je vais faire ma campagne comme cette personne. Ça a jamais été non plus, alors là c'est une sorte de passe-dé d'un conseil, ça a jamais été non plus, je prends les idées de mes joueurs parce que on m'a dit que c'était la meilleure manière de préparer une campagne, hein, de prendre les idées des joueurs et d'y aller en improvisant, etc. Ça a jamais été ça non plus. En fait, dans ma tête, moi, ce que j'ai essayé de faire dans mes articles de blog, c'est de me remettre un petit peu dans la position, après des années et des années de revirement et de pas me poser toutes ces questions, hein, j'avais du mal, en fait, à sortir des campagnes qui me plaisaient vraiment et tout, parce que je pense, j'essayais trop tout le temps de faire un truc nouveau, d'expérimenter un truc que quelqu'un d'autre me proposait, d'expérimenter un carré, au lieu de faire des campagnes qui sont des ronds. J'espère que vous avez suivi toute ma réflexion. Sinon, ce que je dis n'a aucun sens. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est essayer de me remettre un peu dans les bottes R.R. Martin. Dans les bottes du mec qui est pas là pour dire qu'il a raison, qui est pas là pour complaire à une sorte de formatage de la créativité, qui est juste là pour dire ce que lui, il fait, quoi. Et le faire à son rythme, c'est-à-dire un rythme super lent. Donc je vais conclure et on va passer à la tier list. Parce que vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est une tier list. C'est quoi la conclusion que j'ai envie d'amener à tout ça ? Je sais même pas si ça a un sens, hein, tout ce que je vous ai raconté. Mais je dirais que les conseils, tout ce qui vient de l'extérieur, c'est utile, ça permet de réfléchir, d'avoir un vocabulaire, de voir la perspective qu'ont les autres sur les choses, de s'inspirer. Bon, le problème, peut-être aujourd'hui, s'il devait y en avoir un, c'est qu'il y a une sorte d'inflation et surtout, avec Internet, on est en permanence. En fait, les choses sont répétées, re-répétées en boucle. On les change un petit peu, on fait une blague pour que ce conseil soit un petit peu mieux donné que l'autre qui l'avait pas fait avec une blague, etc. dans sa vidéo, dans son machin. Il y a peut-être une surcharge. Peu importe cette surcharge, c'est cool. Par contre, il faut savoir naviguer entre ces conseils. Il faut savoir les hiérarchiser. Et il faut savoir trouver un peu ce qu'on a envie de faire. Je pense que l'intention de tous les conseils, de toutes les structures qu'on vous partage, etc. sur Internet, bon, ça peut être de vous vendre un truc. Mais fondamentalement, le but, ça a toujours été d'aider, en fait. Le but, c'est pas de formater les gens. Le but, c'est d'aider. Mais parfois, nous, confrontés à ces carrés, ces conseils tout carrés qu'on nous envoie, on se formate. Et donc, en fait, au lieu de faire sortir nos idées, de choisir, de regagner une sorte de liberté créative, en fait, la créativité, ça, ce qui est cool, c'est qu'on a l'impression de se libérer de quelque chose, je trouve. Mais en essayant trop de rentrer dans les cases, on se libère pas vraiment. On sort pas toute notre idée, on en prend un bout, celui de la bonne taille, pour le faire entrer dans la case qu'on nous a proposée. Mais en fait, il reste des trucs là-dedans, et c'est inconfortable. Ouh! On va faire la tier list. C'est quoi que ce charabia? J'espère que ça vous a parlé. J'ai pas réussi à faire mieux. Comme explication, c'est fou. Ça fait 1 heure que je suis devant ma putain de caméra. Maintenant, on va faire une tier list. Parce que je pense que un bon moyen de faire le tri et de s'éclairer un petit peu, c'est de poser les idées quelque part. C'est quoi, moi, les conseils de jeux de rôle que j'ai envie d'appliquer, ceux que j'ai pas envie d'appliquer? C'est quoi, moi, les idées... on m'envoie des idées tous les jours. Sur Internet, je reçois toujours des infos. Comment moi je les trie? C'est vraiment ça fondamentalement, le cœur de la vidéo. Comment je fais pour essayer de me créer mon propre cadre créatif? Et donc je me suis dit que faire une tier list à la con, parce que franchement, les gens qui spamment les tier lists, ça aussi c'est un beau bordel. C'est-à-dire qu'il y a toute une... Vous voyez, cette inflation de... Je sais pas moi, il y a une inflation de jeux de rôle. Vous voyez, il y a des milliers de jeux de rôle qui sortent tous les jours. Et ensuite, il y a les mecs qui font des tier lists. Le plus drôle, je trouve, c'est dans l'écriture. En fait, dans l'écriture, vous avez des chaînes YouTube qui... c'est un peu ce que je suis en train de faire, en fait. C'est quand même très drôle à observer et dire que je suis en train de le faire. Oh mon Dieu. Il y a des gens qui font des sortes de... qui produisent des conseils sur l'écriture. Et ensuite, ils font des tier lists des tropes d'écriture, par exemple. Ça, c'est énorme. Enfin bref, c'est fascinant. On va faire cette tier list. Donc, j'ai récupéré différents conseils en jeu de rôle mainstream. Alors, je me suis servi de ChatGPT pour les récupérer à chaque fois me disant « Ah non, celui-là, c'est un doublon, machin et tout ». Je suis pas allé chercher... C'était trop compliqué, là, de me poser et d'écrire juste tous les trucs qu'on entend, etc. Donc, j'en ai rassemblé un petit paquet. Hein. Bon, il y en a tellement plus, normalement. Mais je pense, là, on a un peu... les principaux. Et on va essayer de les trier, quoi. Le but ici, c'est de faire un peu le point sur ce que moi je pense qui est de la merde en ce moment et ce que je pense qui est cool et tout. Je pense que j'aurais du mal à dire qu'il y a des choses qui sont de la merde. C'est pas trop dans ma nature. Mais au moins, on va pouvoir trier un peu des conseils en jeu de rôle. Alors, partant du principe qu'on ne peut pas appliquer tout ça,
il faut faire le tri. Il faut trouver qui on est là-dedans. Focus on storytelling, not rules. Donc ça veut dire en gros, le jeu de rôle, le but c'est pas de respecter les règles, etc. Le but principal, ça c'est le tout premier qui m'a sorti, ChatGPT. C'est ça qui est ouf. Le but c'est de se concentrer sur le bon déroulé de l'histoire, le fait que ça avance et qu'on raconte une histoire. Je vais le mettre en... Allez, en B. Ça commence mal, hein, si je les mets au milieu là. Ouh là là. Pour moi, ça c'est la porte ouverte à tellement de choses. Parce qu'en fait, il faut bien se dire que ça c'est des conseils normalement donnés au maître du jeu. Donc là, ce qu'on est tout de suite en train de dire au maître du jeu, c'est il y a des règles qui sont là pour structurer la partie, c'est une proposition, etc. Mais toi, tu dois te concentrer sur le fait de faire une histoire. Je suis pas sûr d'être d'accord avec ça. En fait, moi, je pense que les règles sont hyper importantes. Et par importante, j'entends pas que ça veut dire qu'il faut les respecter à la lettre. Mais je trouve que ça fait quand même le sel d'une partie de jeu de rôle qu'il y ait des règles, en fait. Sinon, c'est juste blablabla. Et qui dirige la conversation, etc. Le simple fait de dire qu'il y a un maître de jeu et des joueurs, etc., c'est déjà une règle en soi. Donc, il y a forcément des règles, même si elles sont pas ultra formalisées, etc. Mais il doit forcément y avoir une conversation autour de ces règles. Et en disant focus on storytelling, not rules, je pense qu'en disant ça en première instance à un maître de jeu, on lui fait un faux cadeau. Parce qu'en fait, on l'invite à tricher, quoi, si on lui explique pas vraiment les choses. Pour moi, les règles, elles peuvent changer au fur et à mesure d'une campagne, même d'une partie, etc. Il peut y avoir de l'arbitrage, il peut y avoir des trucs, mais on devrait être à peu près clair sur comment ça va fonctionner et transparent. C'est comme ça que je trouve que c'est le fun. Donc je le mets en B, effectivement, il y a des moments où les règles, on peut se rendre compte qu'elles sont lourdes, etc. On ne devrait pas être révérencieux face à ces règles, je pense pas. Mais dans la mesure du possible, moi j'essaie de prendre des règles avec lesquelles je suis OK en fait. Et une fois que j'ai choisi ces règles, je peux les modifier. Certes, elles vont peut-être ralentir un peu mon flow à un moment donné dans la partie et je vais devoir, durant les premières parties, relire la règle un petit coup de temps en temps, etc. Et c'est OK en fait parce que on apprend des trucs. Si je donne l'illusion que je maîtrise un livre de 700 pages à mes joueurs, mais qu'en fait c'est que du bullshit derrière l'écran, que je connais pas bien les règles et tout, c'est que c'est pas le bon jeu pour moi. Et que derrière, en fait, je leur fais croire qu'ils sont super cool, etc. J'aime pas le jeu basé sur des illusions comme ça. Encourager l'agentivité des joueurs. Alors, je vais mettre en A. Je sais pas trop. Je vais pas plus loin que le titre. Ce que je mets derrière chaque conseil, c'est ma manière de lire le conseil. Je vais pas le mettre en S. Est-ce que je le mets en S? En fait, donc l'agentivité des joueurs, c'est le fait que leur choix ait des conséquences. En fait, je vais le mettre en S. Pour moi, c'est évident que les choix des joueurs devraient avoir des conséquences, qui devraient avoir des choix, qui doivent avoir un maximum d'impact sur ce qui est en train de se passer. Ouais, si, en fait, ça ne peut qu'être en S. On verra avec les autres conseils, si on le redescend, etc. Utiliser les PNJ pour conduire l'histoire. To drive the story. Oula. Ouh là 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 là. Allez, on va le mettre en C. Je vais le mettre. Allez, on le met en C, celui-là. J'ai jamais vu un truc aussi débile. Pour moi, c'est les personnages joués par les joueurs, qui sont quand même là pour agir, qui sont au centre de l'expérience de jeu, etc., qui doivent diriger l'histoire. Les PNJ, c'est des accroches. Ils peuvent aider, etc. Mais c'est quand... comment dire? Ils devraient pas être omniprésents et surtout pas contrôler, piloter l'histoire, quoi. Non. En fait, l'histoire, déjà, c'est un petit peu problématique. Let players impact the world. OK. Ça, on va le mettre en A. En fait, ouais. Je pense que encourager la player agency, donc l'agentivité des joueurs, c'est S. Laisser les joueurs impacter le monde, c'est A. En fait, l'impact des joueurs sur le monde, ça dépend de ce qu'ils font, en fait. Ils ont le choix de faire des trucs qui vont moins impacter le monde, etc. Moi, je pense que, dans ma pratique, le délire, c'est pas juste on discute, on donne des idées et le monde change. Pour moi, c'est pas ça le jeu de rôle. J'ai envie qu'ils se sentent... Ce que j'essaie de produire, c'est qu'ils se sentent dans un monde qui leur semble crédible et dans lequel ils n'ont pas l'impression de flotter ou je sais pas quoi. Autant que faire se peut. Je dis pas que c'est toujours 100% réalisable à chaque partie, etc. Mais c'est plutôt ça l'objectif vers lequel je tends. Et dans ce monde, il y a plein de choix à faire. Ils peuvent faire plein de trucs. En fait, ils sont dedans. Ça, c'est l'agentivité. Par contre, l'impact qu'ils vont avoir, ça va juste dépendre de leur choix, des GD, etc. Vous voyez ? Si je mets laisser les joueurs impacter le monde à égalité en top tendance avec focus on storytelling, not rules, en fait, on tendrait vers quelque chose qui serait plus comme une sorte de story game pour moi, où les joueurs, leur vœu, c'est ce qui se passe en fait. Et c'est un autre type de jeu que ce que moi j'essaie de proposer. Be prepared but flexible. Soyez prêts mais flexibles. Ça c'est vraiment... c'est un bon conseil mais c'est un peu bateau. Sans trop réfléchir, on va le mettre en A. Moi, j'ai tendance à pas mal préparer, mais ensuite, une fois qu'on commence à jouer, je lâche le volant et je vois ce qui se passe. Donc, je dirais que c'est plutôt quelque chose avec lequel je suis d'accord. Impliquer tout le monde. Impliquer tout le monde, je vais le mettre en B. Je pense que il faut pas se focus forcément sur le fait de faire en sorte que... Alors, au moment où la partie est en cours, ok ?
Il y a la partie qui est en cours. Bah, bien sûr qu'on va essayer d'impliquer tout le monde, on va pas laisser quelqu'un de côté, etc. À moins que ce soit un énorme con, ou je sais pas, qu'on ait déjà fait beaucoup, on s'épuise à essayer de le faire rentrer dans l'expérience et qu'on essuie en permanence des refus. Bon, bah, on va quand même essayer d'impliquer tout le monde. Par contre, essayer d'impliquer tout le monde dans une campagne, essayer de jouer avec tout le monde, de plaire à tout le monde, etc., ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. Créer un monde vivant. Alors ça, je le mets en S. Moi, c'est vraiment ce truc-là qui m'a amené au jeu de rôle, qui me fait kiffer le jeu de rôle, etc. C'est pas raconter des histoires, c'est pas créer des scénarios, c'est pas machin. En tant que MJ, pour moi, le principal truc que j'ai envie de faire, c'est essayer de mettre les joueurs dans un monde qui leur semble vivant, c'est-à-dire qui réagit à ce qu'ils font, sur lequel ils ont un impact, mais qui aussi existe en dehors de la présence des personnages. C'est pour ça que je suis moins fan de one-shot, etc. Parce que les one-shots, ça me laisse pas le temps forcément de réfléchir à ces choses-là. Je trouve qu'on le ressent moins en one-shot. On a plus facilement l'impression d'être dans une histoire ou dans un jeu que dans un monde, en termes de sentiments dans la tête, là, quand on joue. Et ouais, pour moi, c'est ça vraiment le cœur du truc. Et toutes ces histoires de storytelling, etc., ça vient dans un second temps. C'est pendant qu'on joue que l'histoire s'écrit pour moi. Et donc, le truc de utiliser les PNJ pour diriger l'histoire, ça partirait du principe qu'en fait, on a commencé en pensant à une histoire, et avec nos PNJ, on va essayer de guider les joueurs dans cette histoire. Et ça, vraiment, je suis pas fan. Embrasser l'échec comme une opportunité. Alors ça, c'est drôle, parce que moi, je le dirais comme... je mettrais ça comme un truc de joueur, en fait. Souvent, on a tendance à dire au MJ, ah, il faut faire du oui et, il faut pas bloquer la narration, nana, quand les joueurs ratent un jet de dés, etc. Et ben, proposez-leur tout de suite un autre truc à faire. Un peu comme si on prenait, excusez-moi du peu, les joueurs pour des débiles. Ben, je sais pas. En fait, moi, j'ai l'impression que ce que je préfère, on va dire, c'est quand les règles, elles me disent, je rate, je réussis, etc. On respecte les règles. Et en tant que joueur, bah, je rate un truc. Et en fait, le MJ, tout de suite, il vient pas me tendre une carotte d'un autre truc que je pourrais faire, essayer de me diriger. Je me dis, ok, j'ai raté. Comment je peux faire de cet échec une opportunité ? C'est là que je me sens en immersion. Et donc, du coup, je le verrais vraiment plus comme un conseil que je donnerais à des joueurs, plus qu'au maître du jeu, quoi. Parce que si le MJ, il drive l'histoire avec ses PNJ, il intègre tout le monde, il s'occupe du storytelling, il crée un monde, si le MJ doit faire tous ces conseils à la con, là, qu'il y en a beaucoup trop... Mais qu'est-ce qu'ils font les joueurs en fait pendant la partie ? Encourager le role-playing. On va mettre B. Je dois admettre que moi j'aime bien que les joueurs ils soient un petit peu dans leur perso, qu'il y ait de l'énergie, etc. Je sais pas si c'est du role-playing. Du role-playing, vraiment. J'aime bien qu'ils... Même si au début c'est difficile parce qu'ils sont pas dans les shoes de leur personnage, même si tout le monde n'est pas au même niveau, même si machin et tout, je dois avouer que j'aime bien quand les joueurs se mettent dedans, qu'ils sont pas en mode je prends des décisions en tant que joueur et c'est trop perceptible, etc. J'aime bien qu'ils le maquillent, etc. Moi je sais par exemple qu'en tant que joueur, j'ai plutôt tendance à prendre des décisions en tant que joueur justement plus qu'en tant que personnage et me mettre dans le personnage et essayer de penser comme le personnage et de tout faire comme le personnage, etc. etc. Parce que j'ai rarement une image ultra précise du personnage dans ma tête et je suis pas en mode j'entre dans le personnage. Moi je m'immerge pas tellement dans le personnage, j'essaye de m'immerger dans le monde, etc. Mais au moins, j'aime bien quand les gens ils sont en mode, ils le prétendent un petit peu. Et d'ailleurs, je préfère presque les joueurs qui font de l'interprétation de surface, qui en font pas trop non plus. Mais voilà, ils disent des trucs en mode RP quand ça semble crédible. Mode RP, ça veut rien dire. Hein. Mais j'aime bien les gens qui prennent pas non plus que de la place pour le théâtre, justement qui sont là que pour le théâtre, que je sais pas quoi. J'aime bien les joueurs un peu, modérés, je sais pas. Bref, je trouve ça cool. Je suis pas en mode ah mais chacun fait ce qu'il peut, chacun fait ce qu'il veut, etc. Moi j'aime bien qu'il y ait un petit effort à tous essayer de se mettre dedans. Ce que j'aime pas trop par contre dans encourager le roleplay, c'est que pour moi ça sous-entend ouais je vais te donner des bonus parce que t'as fait l'accent du sud. On va pas faire ça. On ne va pas faire ça ici. Bon allez je le mets en B. Établir des limites et des attentes. Ça je le mets en C voire en D. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que c'est important de définir un petit peu la proposition qu'on veut faire pour embarquer les gens, etc. Mais personnellement, et encore une fois, c'est très personnel, il y a un côté un peu tue l'amour quand on me présente le truc en me disant « Alors, voilà les limites, voilà les thèmes, voilà les machins, voilà les trucs. » Quand on me présente trop, c'est un peu un tue l'amour pour moi. J'ai envie de voir ce que le MJ il a à me proposer, de voir ce qu'on va me proposer. Donc, il faut qu'on me rende ça un peu sexy, genre un peu comme... qu'on me vende pas le truc en mode... des cases à cocher, vous voyez. Donc ça, ce sera de l'horreur, ce sera du machin, ce sera du truc. J'ai envie qu'on me vende un peu un monde, une ambiance, plus. Un peu comme si j'allais voir un film, vous voyez, mais j'ai pas envie de voir la critique du film avant de l'avoir vu, ou de voir toutes ces limites-là, etc. Dans les campagnes que je kiffe, j'aime proposer un monde. Donc bien sûr, il y a des petites limites, on a une petite idée de ce pourquoi on vient jouer, mais j'ai envie que les joueurs, ils viennent pour se faire surprendre, quoi. Pour voir ce qui va se passer. Qu'ils viennent pas avec des attentes chargées, là, qui viennent
avec un truc qu'ils ont envie de proposer. Quand ils viennent pour la campagne, j'ai pas envie que la dynamique, ce soit que j'ai des joueurs à qui j'ai donné un menu, ils l'ont lu, ils se sont dit ah ouais, le menu a l'air pas mal, on va venir et on va voir si c'est bon. C'est pas ça moi que j'aime bien. J'ai envie que tout le monde soit impliqué là-dedans. Alors après, il y a un autre truc derrière, établir des limites etc. C'est peut-être les limites émotionnelles, les blocages de chacun et tout. Mais en fait, je pense que c'est difficile vraiment à établir en amont. En fait, il y a des outils pour essayer d'aider pour ça et tout. Ils ont le mérite d'exister, mais pour moi, c'est plus pendant la campagne qu'à un moment donné, il y a peut-être quelqu'un qui va se sentir mal à l'aise, etc. Et que là, il va falloir savoir agir, l'écouter, essayer de créer un climat dans lequel cette personne peut s'exprimer, etc. Mais le fait de poser des limites en amont, etc., je dis pas que l'intention est mauvaise. C'est plutôt l'efficacité à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il y a d'autres manières de faire de ce point de vue-là. Je pense qu'il pouvait y avoir deux sens à cette question. Allez, pour le principe, je vais le mettre en C, parce que je pense que c'est important de respecter les limites des gens. Mais voilà, je ne sais pas trop en fait ce que veut dire cette question. Par contre, les établir, j'y crois moins. Pace the game, donc donner du rythme à la partie. Je vais le mettre en A. Je pense pas le mettre en S, parce qu'en fait, donc pace the game, c'est contrôler le rythme. Pour moi, les joueurs, ils devraient avoir quand même le temps de faire des plans, le temps de faire des machins, le temps de trouver leur propre playstyle, entre guillemets. On leur propose une situation, et derrière, nous, on va peut-être injecter du rythme à certains moments en tant que MJ, mais à vouloir trop respecter le truc de « ouais, il faut que ça fuse, si c'est lent, ça va pas, etc. » Des fois, on a des MJ qui sont en mode full contrôle. En fait, il y a que qui parlent, et c'est trop chiant. Donc moi, je suis un peu revenu de ça. Je pense que c'est important de garder un œil sur le rythme. Parce qu'effectivement, il y a des parties où ça manque d'énergie, ça manque de rythme, et on s'endort, quoi. Donc je pense que le rythme, c'est important. Mais c'est pas que de la responsabilité du MJ. Les joueurs, ils peuvent pas se tourner les pouces, en fait. Et d'ailleurs, vous pouvez presque être anti-productif au niveau du rythme. C'est-à-dire que parce que les joueurs sont un peu lents, etc., vous dites, OK, je vais leur balancer des événements, je vais leur balancer des trucs, etc. Et en fait, en faisant ça, parfois, vous renforcez, entre guillemets, un peu leur comportement. Comme un éleveur canin, finalement. Quelle horreur. Mais c'est-à-dire qu'il y a des joueurs, ils sont habitués à ce que ce soit le MJ qui contrôle, quoi. Genre vraiment. Et du coup, ils sont là en mode, il va sûrement se passer un truc intéressant, là. On attend. Wow, wake up, man. Prends des décisions. Tu joues, en fait. Donc ouais, c'est vraiment hard to master, ça. Éviter l'over-préparation. Alors ça, je sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense que oui, on peut vouloir éviter l'over-préparation. Mais moi, j'aime bien avoir plus de trucs prêts que nécessaire. J'adore préparer des trucs et tout. Donc je vais mettre en B. C'est vrai que sur le principe, trop préparé, genre en mode je me crame et tout, ça sert à Kutch. Mais après, over-préparation, c'est vraiment ultra dépendant de chacun. Moi, j'adore avoir le sentiment que le monde dans ma tête, il est cohérent et de proposer ça. D'ailleurs, ça va avec créer un monde vivant. Donc je vais préparer plus de choses parfois que ceux qui sont partisans de... En fait, on crée des personnages, on les met dans une situation et ensuite on improvise pendant 8 mois. En fonction de ce qu'ils font. Non, moi j'aime bien qu'il y ait un cadre, qu'il y ait des secrets, qu'il y ait des trucs et tout. Donc voilà. Et j'aime pas le sentiment, alors c'est pas non plus rédhibitoire, mais j'aime pas le sentiment de broder moi-même, ou d'avoir le sentiment que le MJ est en train de trop broder. Créer de la tension et des conflits. Ça, je le mets en S. Et c'est un peu... Je vais changer l'ordre. Parce qu'en fait, ces trucs que je mets en S, ça revient un peu à ce que j'ai commencé à écrire sur le blog, là. Moi, ce que j'aime, c'est créer un monde. Et donc, dans ce monde, il y a une sorte de matérialité. Il y a des choses qui sont à des endroits et on peut les trouver et tout. Alors, il y a plein d'espaces vides où il va falloir improviser. Évidemment, on ne crée pas au mètre carré près. Il faut qu'il y ait de la tension, il faut qu'il y ait des conflits pour provoquer du changement et donc créer une histoire, déclencher des histoires dans ce monde. On n'écrit pas l'histoire à l'avance de ce qui va se passer, etc. Mais juste en écrivant des conflits qui animent ce monde, en fait, des histoires vont se produire peu importe ce qu'il arrive. Si les PJ font rien, il y a une histoire qui va se raconter. Et si les PJ font des trucs, en fait, ils vont écrire leur propre histoire et ils vont affecter l'histoire des autres conflits qui sont déjà en place, etc. Donc pour moi, c'est important qu'il y ait de la tension et des conflits. Le monde ne peut pas être neutre, attendre les PJ. Il doit être vivant. Et donc ce qui va faire que le monde est vivant, c'est qu'il y a de la tension et des conflits. Et la tension et les conflits, c'est le nœud des histoires, en fait. Si j'ai créé un monde où il y a plusieurs endroits, plusieurs lieux, des conflits, ensuite, quand je balance mes joueurs, je peux leur laisser faire à peu près ce qu'ils veulent là-dedans. On a des règles pour limiter l'impact qu'ils ont dans le monde, ou plutôt cadrer cet impact. Des règles qui devraient être claires et respectées, pas balancées par la fenêtre pour des raisons de storytelling. Et des actions des PJ va naître une histoire. Savoir quand dire oui. Oui, ça je vais le mettre en A. Je pense qu'on jette trop les dés, En fait, derrière savoir quand dire oui, je pense qu'il faut aussi savoir quand dire non. Il faut savoir quand dire oui mais, oui et, etc. C'est du feeling, ça fait partie du style. Il n'y a pas de bon moment pour dire oui
100%, bon moment pour dire non, pour dire oui mais, pour dire machin. Peut-être qu'en théâtre d'improvisation, c'est le cas. Dans le jeu de rôle, je pense que c'est à nuancer, que la manière dont on donne les choses, est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non, etc., c'est un indicateur du style de campagne auquel on est en train de jouer. Mais c'est une bonne question à se poser. Donc savoir quand dire oui, bon, j'ai envie de te dire oui, mais, justement. Mais c'est sûr que c'est une très bonne question pour, justement, gérer le pace of the game et l'impact des joueurs. Incorporer les objectifs des PJ. Oui et non, je vais le mettre en B. Si je leur propose un monde, eux, ils viennent avec leurs objectifs et ils peuvent essayer d'accomplir ces objectifs dans ce monde. Je suis pas obligé de l'incorporer. Parce qu'en fait, incorporer l'objectif des PJ, ça signifierait qu'en fait, on est dans une histoire, je pense, plutôt, et qu'on va essayer de faire concorder l'histoire à laquelle on a pensé avec les objectifs des PJ. En fait, il n'y a pas besoin d'incorporer les objectifs des gens pour que j'ai l'impression d'être immergé dans un monde, je sais pas. J'ai le sentiment que mon objectif, il est pas là quelque part dans le monde autour de moi. Enfin, vous voyez, le monde est ce qu'il est, et moi, je peux avoir des objectifs et j'essaie de les réaliser dans le monde dans lequel je suis. C'est plutôt comme ça que ça fonctionne, j'ai l'impression. Alors bien sûr, encore une fois, comme on le disait, on n'a pas créé tout le monde, etc. Et quand les PJ ont des idées, ça peut venir nourrir la création du monde. Et ça devrait pas être que ça. En fait, un truc que j'aime pas trop, c'est servir au joueur ce qu'il a demandé. Ou qu'on me serve ce que j'ai demandé. C'est-à-dire que moi, je crée un personnage, j'ai envie qu'on me donne un monde et que je vois ce que je fais là-dedans. J'ai pas envie qu'on me donne une histoire, j'ai envie qu'on me donne un monde et je vois ce que je fais avec mon personnage dans ce monde en fonction de comment j'imagine mon personnage, de ses objectifs, etc. Si je donne mon objectif au MJ en lui disant « Ah, moi, j'aimerais bien retrouver l'épée Excalibur », qui me dit « Ok, je note », eh ben, il va mettre l'épée Excalibur quelque part, il va sûrement me mettre des accroches pour trouver l'épée Excalibur, il va faire tous ces trucs-là et je vais avoir le sentiment qui me donne en fait l'épée Excalibur. C'est le risque à trop vouloir incorporer les objectifs des personnages. Je préfère être dans une démarche au début de la campagne où j'ai des motivations, j'ai pas des objectifs, j'ai des motivations en tant que joueur. Comme dynamique, j'aime bien. Genre, j'ai envie de trouver ma place, j'ai envie de trouver une épouse, un époux, j'ai envie de devenir riche, j'ai envie de... un truc comme ça, mais un truc qui peut être réalisé de plein de manières différentes, qui peut changer plus facilement sans que ça ait forcément impacté le monde dans lequel on joue. Et de cette motivation vont naître des objectifs. En fait, les objectifs, ça va être un peu la rencontre de mes motivations et du monde. Si je donne mes objectifs, le monde, il va être le reflet de mon personnage. Et je vais plus avoir le sentiment d'être dans une histoire. Keep things fun. Ça veut rien dire, je vais mettre en D. C'est quoi fun? C'est ça, vous voyez, c'est tout ce qu'on disait en intro de cette vidéo, j'ai le sentiment. Fun, ça veut rien dire. Comment être un bon écrivain, ça veut rien dire. Comment être un bon MJ, ça veut dire que dalle. C'est quoi le machin, c'est quoi le... Vous voyez, ça veut vraiment pas dire grand-chose. En fait, je pourrais autant le mettre en D qu'en S. C'est-à-dire que une fois que j'aurai défini toute ma tier list, je pourrais me dire, ah ça, c'est ça que je trouve fun. Et donc du coup, garder ces choses-là fun, je le mets en S. Je le mettrai même pas en S en fait, parce que le fun, ça change. Le fun, ça veut rien dire. C'est un défi. Ça veut rien dire. Ça peut changer. Vous découvrez des nouvelles personnes, des nouveaux jeux. Vous avez envie de faire des nouveaux trucs. Évidemment qu'on essaye de faire en sorte que ce soit fun en fait. Donc je vais le mettre en D tellement c'est pourri. Soyez consistant avec la logique du monde. Je vais le mettre en A. Je pense qu'il faut pas... même si j'aime créer un monde en amont, etc. et que j'aime en fait, j'aimerais bien le mettre en S parce que la cohérence, c'est hyper important pour moi. Mais c'est plus important pour moi que pour les joueurs et que pour l'expérience de jeu en général. C'est important pour moi pour bien comprendre mon univers dans ma tête. C'est un truc qui m'est utile à moi en tant que créatif, on va dire. D'essayer de faire des choses qui soient cohérentes. C'est comme dans la vie, on essaie d'être un peu cohérent envers nous-mêmes, envers les autres, etc. Peut-être que je dis de la merde. En tout cas, moi, c'est mon cas. C'est pas toujours évident, donc j'essaye de le faire. Et c'est important d'avoir le sentiment d'être cohérent. Après, est-ce que ça c'est vraiment hyper important pour la partie là, de jeu de rôle, etc. Je suis pas sûr quoi. Les joueurs, ils savent pas tout ce qu'il y a dans le monde. Ils savent pas l'origine, vous voyez, de l'univers. Ils savent pas la magie. Ils savent pas comment ça fonctionne forcément. Enfin, je veux dire, quand on est dans le monde, on croit connaître le monde. Chaque individu croit connaître le monde, mais en fait, il ne voit qu'une infime partie de ce monde. Et il n'y a pas de logique dans l'univers. La logique, c'est une vue appliquée sur quelque chose. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait d'écrire des histoires. Il y a des histoires qui ont marché et on s'est dit, ah, c'est logique qu'elles marchent pour ces raisons-là. Mais on a analysé ces raisons a posteriori. Et ça ne se vérifie pas toujours, etc. Donc en fait, je le mettrai pas sur un piédestal, ce truc. Je le mettrai, allez, on va le mettre en B. Garder le combat engageant. Il y a tellement de manières de faire les combats et les machins et tout. Enfin, j'ai envie de dire que comme toute autre chose, il faut essayer de faire en sorte que ce soit engageant. Je vais le mettre en B, je vais pas m'étendre là-dessus. Utiliser les backstories des joueurs. Ça, je le mettrais plus en mode c'est important.
que d'incorporer les objectifs. Moi, je veux des motivations plus que des objectifs. Je vais pas mettre les objectifs en hauteur. Par contre, la backstory, oui, si le PJ... alors, on va discuter de sa backstory, tout n'est pas possible, etc. Il faut que ça rentre dans les cases de l'univers. En fait, je vais descendre, parce que j'ai pas envie de mettre la backstory aussi haut. Ah si, quand même. Allez. Quand le joueur, il va me dire les origines de son personnage, il va me décrire des trucs sur son personnage, etc. S'il me dit... alors, il faut pas qu'il en fasse trop, mais s'il me dit, ouais, j'ai un parent qui est mort, j'ai un machin qui est truc et tout, je vais avoir envie de m'en servir, en fait. Je vais pas forcément en faire le cœur de ma campagne, etc. Mais je vais avoir envie de m'en servir. Je trouve que c'est cool. Donc, je vais le mettre en A. Éviter le railroading. Alors, je vais pas le mettre en S. Des fois, il y a des moments où c'est bien de refermer un peu la narration. Je vais pas le mettre... Je vais le mettre en A. Honnêtement, waouh. Vous savez quoi ? Franchement, ça dépend vachement. En fait, globalement, oui, je trouve que on se fait chier quand le MJ il respecte pas les règles, il les invente à la volée, là. Donc, en fait, on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé en permanence. Il n'y a que des événements qui nous tombent sur la gueule, on est tout le temps en réaction. Quand on discute trop longtemps entre nous, le MJ, paf, il nous interrompt, il fait non, il faut faire quelque chose. Les PNJ nous disent ce qu'on doit faire, enfin, genre, voilà. Là, c'est le méga railroading, c'est relou. Mais en soi, il ne faut pas l'éviter à tout prix non plus. En fait, utiliser les PNJ, oui, je l'ai mis en C, parce que des fois, c'est ça qui va permettre de réinjecter un petit peu de rythme quand vraiment on est dans l'ornière, quoi. Donc un PNJ qui vient débloquer un peu la situation, c'est frustrant. Tout le monde se dit, putain, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt ? Le MJ, il est obligé de nous envoyer un PNJ pour nous expliquer un truc. Ou ce genre de petits artifices-là. C'est un peu comme... Ça peut faire penser à une certaine forme de railroading. En gros, c'est le MJ qui nous réoriente au lieu de juste nous dire ce qu'il y a dans le monde, quoi. On le sent, en fait, quand ça se passe. C'est un peu frustrant, mais des fois, c'est mieux que de juste être complètement paumé, etc. Donc, il faut pas l'éviter à tout prix, le railroading. Learn to improvise. Bah oui, je pense que c'est bien. Après, j'ai vraiment l'impression que c'est dans la pratique qu'on improvise, donc ce conseil, en soi, n'apporte pas grand-chose. À force de pratiquer, on va s'améliorer, on va acquérir des réflexes, on sera meilleur pour improviser, donc je vais le mettre en C, quoi. C'est bien, hein, enfin non. Je peux pas le mettre au niveau de ces trucs-là. On va le mettre en B, encore une fois. Le B, il commence à être trop long, là, ça m'embête. Faire attention aux réactions des joueurs. En S, en fait, pour moi, faire attention aux réactions des joueurs, c'est la contrepartie. C'est plus important que établir des limites et des expectations que d'injecter le rythme, etc. Une bonne partie de jeu de rôle, c'est pas une partie rythmée. Une bonne partie de jeu de rôle, c'est une partie... a priori, où tout le monde est intéressé, quoi. Tout le monde est content, etc. Et ça, il n'y a pas de secret parce qu'on est tous différents. Donc en fait, c'est un peu... franchement, j'aurais pu le mettre au niveau de learn to improvise parce que c'est un truc avec la pratique, quoi. Il n'y a pas 5... Enfin, je sais pas comment dire. Mais je le mets en S parce que c'est la réponse pour moi à tous les trucs du dessous, quoi. Keep things fun, ça veut rien dire. Mais si je vois que tout le monde se fait chier parce que je fais pas attention aux gens, c'est problématique. Donc en fait, ça, c'est... Voilà. Finalement, c'est des trucs assez simples, hein, le S. Le S. Tu vois ce que je veux dire, le 100. Foster a positive table atmosphere. Ouais, je pense que ça, c'est important. Je pense qu'il faut que l'atmosphère soit positive autour de la table, effectivement. Et ça passe par des trucs difficiles à quantifier. Foster, qu'est-ce que ça veut dire, Foster ? Favoriser, du coup, une attitude positive à la table. Je sais pas trop exactement comment le favoriser, mais c'est sûr que c'est un objectif, quoi. Le fait qu'on ait la bonne synergie, qu'il y ait de l'énergie, qu'on puisse se dire les choses, que quand il y a un truc problématique, on soit capable de s'écouter, etc. Mais toujours dans une dynamique d'amélioration et pas de « regarde, en fait, c'est de la merde ce que tu fais » ou je sais pas quoi. C'est important, je pense. Limiter l'exposition. Je vais le mettre en... Alors, l'exposition, c'est on délivre des informations sur l'univers et en fait, les PJ n'ont rien à faire pendant ce temps-là. Effectivement, je vais le mettre en A. Non, je vais le mettre en B. Pour moi, en fait, il y a des différentes manières de faire de l'exposition. Et ce qui est important, c'est de non pas se limiter en général, se dire... En fait, il y a souvent un conseil, qui est donné et que je trouve complètement injuste. C'est les PJ ne s'intéressent qu'à eux. Ils s'en battent les steaks de votre univers. Donc, limiter l'exposition, limiter le lore, limiter les machins, tout ça, ça ne sert à rien. Je suis pas du tout d'accord. Je pense que les PJ, ils aiment bien avoir des trucs à creuser, etc. Et même quand ça concerne pas forcément leur personnage, hein, mais dans une certaine mesure, en fait. Ce truc de « They don't care about your world ». Advice 7. Les pires erreurs de maître du jeu. Non. L'exposition, vous pouvez le faire de plein de manières différentes, je pense, avec des flashbacks, avec un livre, une lettre. Alors, est-ce que c'est de l'exposition ? C'est ça le truc. Il n'y a pas que les actions des joueurs, il y a effectivement des informations, etc., qui peuvent être délivrées. Et il faut le faire de manière variée. Il ne faut pas que ce soit des gros blocs, en fait, tout simplement, qui se ressemblent tous et où on se dit « Ah, je peux éteindre mon cerveau, on va rien me demander pour le moment. » Et où il n'y a qu'un mec qui prend des notes, parce que lui, il adore ça. Use visuals, aids and props.
Bah, ça, c'est pareil, ça dépend. Je vais le mettre en B. Create interesting NPCs. Ça, je vais le mettre en C. Pour moi, c'est pas le cœur de ce que je fais. J'aime bien créer beaucoup de PNJ et au fur et à mesure des interactions que les PJ vont avoir avec eux, bah, ils vont devenir de plus en plus intéressants probablement ces PNJ. Be prepared for the unexpected. C'est un peu du même niveau que be prepared but flexible. C'est un peu doublon. Allez, on va le mettre au même endroit. Équilibrer le roleplay, l'exploration et le combat. Alors ça, c'est vraiment l'invention du siècle, ça. Parce que je pense que ce qu'on met derrière ça, c'est un peu les théories qui sont nées dans le game design du fait qu'il y ait différents types de joueurs, le killer, le machin, le truc, et qu'en fait, on devrait essayer à chacun de leur donner un truc. Je pense que non. Je pense que c'est pas du tout une priorité. Je dis pas que c'est pas ce qu'il faut faire, parce qu'il faut impliquer tout le monde, etc. Mais c'est pas du tout une priorité. En fait, c'est hyper dépendant de ce pourquoi on joue. En fait, déjà, dans cette sorte de manière de catégoriser, il y a l'idée qu'il y a des scènes de roleplay, des scènes d'exploration et des scènes de combat, et ça, j'y crois pas du tout. À tout moment, en fait, la scène peut basculer en combat. À tout moment dans la scène, un PJ peut s'intéresser à un truc auquel on n'avait pas pensé. Ça devient un peu comme une sorte d'exploration de cette chose. À tout moment, le roleplay, bon, déjà, le roleplay, là, c'est en mode, on fait du blabla de théâtre. C'est ça qui mettent là-dessous, je pense. Parce qu'en fait, le roleplay peut se trouver dans l'exploration et dans le combat. Le roleplay, c'est le fait de jouer son rôle, quoi. Tout ça, j'ai vraiment du mal à le voir comme une réalité concrète que je peux mettre dans ma tête. Garder des sessions concentrées. Alors, j'aime bien, parfois, avoir une session un peu plus concentrée, mais c'est vraiment pas une de mes priorités. Je vais le mettre en C. Parfois, c'est cool. Quand vous sortez à un moment, que vous arrivez à un moment de la campagne où, par exemple, les PJ sont à l'entrée du manoir. Donc là, on se dit, ce soir, c'est le manoir. Les PJ... il s'apprête à réaliser un gros coup. Paf, on sent qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer autour de ça. Des fois, c'est sympa, mais en fait, moi, vraiment, j'essaye de ne pas trop cadrer. Je crée un cadre, le monde, mais j'essaie pas de trop cadrer comment ça va se passer. Donc, me dire, dans cette session, nous allons nous focaliser sur tel truc, je préfère que ce soit les joueurs qui soient à l'initiative de ça. En fait, je vais le mettre en... non, je le laisse en C. C'est vraiment pas un de mes premiers objectifs. Si les joueurs, ils se rendent compte, via leur dynamique de jeu, de groupe, etc., qu'ils ont tendance à jamais avancer, à dériver et que ça gâche leur expérience de jeu, qu'eux, ils ont ce sentiment-là, ou que moi-même, j'ai ce sentiment-là, on peut en discuter et se dire, ce serait bien que vous établissiez des plans un petit peu en amont. Cette séance, on n'a pas beaucoup avancé, les gars, faudrait qu'on réfléchisse un peu plus pour passer moins de temps, peut-être, à être dans l'ornière, etc. Alors vraiment, si ça prend beaucoup de temps dans la séance, je sais pas, qu'on a l'impression que l'histoire n'avance pas et qu'on trouve ça frustrant, a posteriori, on peut se dire, il faudrait qu'on réfléchisse un peu plus pour la prochaine séance à comment on pourrait faire et tout. Mais le mettre en objectif number one de MJ, c'est vraiment pas cohérent avec ma manière de voir les choses, qui est de proposer un monde, etc. Le monde, c'est pas des sessions. Hein. Il y a des trucs et tout, donc il faut... c'est comme le rythme, quoi. Les joueurs jouent vachement là-dessus. Moi, je veux que le rythme, je trouve ça plus important que le fait qu'une session soit focus. En fait, le fait qu'une session soit focus, ça pourrait être un outil qui pourrait servir le rythme. C'est pas une priorité, quoi. Genre, c'est pas un truc auquel je pense à chaque partie. Use pre-made adventures as framework. Là, je vais mettre en D parce que vraiment, ça, c'est encore une fois, c'est le truc du carré et du rond. J'arrive pas du tout. J'arrive à piquer des petits trucs à droite à gauche dans des trucs que je lis. Prendre la manière d'écrire des scénarios du commerce ou des autres, etc. Ça peut pas rentrer. Moi, je suis un romantique. J'ai besoin, au moment où je prépare mon truc, d'être dans une ambiance. J'ai une musique et tout. Je suis en mode, ouais, en fait, je suis le futur Tolkien. Le but, c'est pas de dire que je le suis. C'est d'avoir l'impression de l'être. Si je suis en mode, je suis en train de suivre le plan que m'a donné quelqu'un d'autre, je bloque assez vite, quoi. Je deviens obsédé par le fait de respecter ce plan et ça m'empêche de faire sortir quelque chose, en fait. Donc, je préfère voir comment les autres y font, puis laisser couler et ça me revient. Ça entre dans mon logiciel interne, quoi. Mais mon logiciel interne, mon software, la manière dont je réfléchis et tout, je préfère l'écrire moi-même en m'inspirant des trucs des autres. Use foreshadow. Ça, je trouve que c'est cool. Je vais le mettre en... Allez, on va le mettre en A. Je trouve que c'est très cool. Dans l'idée, j'aime bien quand je pose un truc dans mon univers qui soit relié à un autre truc, même de loin, etc., pour qu'on ait justement le sentiment de cohérence dont on parlait plus tôt. Et là, c'est drôle parce que c'est pas tellement de dire que le monde est cohérent. Pour le coup, le foreshadowing, c'est un procédé narratif, d'histoire, que j'aime bien mettre, même si moi, ce que j'essaie principalement de faire, c'est proposer un monde et pas une histoire. On doit avoir le feeling qu'on est dans un monde. Foreshadowing, c'est un truc narratif, ça n'a rien à voir. Mais c'est satisfaisant en tant que joueur de faire des connexions, en fait, entre des trucs, tout simplement. Et donc, j'aime bien essayer de mettre ça. Après, j'en fais pas une priorité en mode tout doit être relié, etc. Genre... Mais j'aime bien. Donc, je vais le mettre en A. Utiliser des cliffhangers. Je vais le mettre en C.
Les cliffhangers, c'est bien, mais quand c'est forcé et tout, c'est insupportable. Parce qu'en fait, du coup, on se sent, c'est un peu comme la Keep the Session Focused. Si j'ai trop le sentiment d'être dans un épisode d'un truc, genre, ça commence sur les chapeaux de roue, nouvelle situation, qu'est-ce qu'on va faire, nanana. Paf, on fait des trucs, cliffhanger et tout. J'ai l'impression de jouer tout le temps la même putain de partie de jeu de rôle, en fait. Donc, si un cliffhanger, c'est cool. Si par exemple, on est à 10-15 minutes de la fin, on se dit là, je pourrais m'arrêter maintenant parce que on est arrivé à un truc où il y a une tension via les règles, via les décisions des joueurs, etc. On est arrivé à une tension. Je vais peut-être pas démarrer le combat juste avant la fin, etc. Je vais peut-être m'arrêter avant le début du combat. Quoique encore, ça veut dire que prochaine séance, je vais démarrer par un truc où les règles seront peut-être un peu plus présentes parce que c'est un combat potentiellement. Enfin, bref, en fait, ça peut être bien d'identifier une opportunité de cliffhanger, mais le forcer, je trouve que ça se ressent trop. C'est comme embrasser l'échec comme une opportunité. Quand à chaque fois que je rate un jet de dés et que mon idée ne fonctionne pas, le MJ me dit « Ah, il va être frustré, alors je vais lui tendre une perche. » J'en peux plus, quoi. Laisse-moi jouer, en fait. Je peux échouer et être frustré par l'échec, mais à rechercher cette frustration, parfois, c'est aussi ça qui me donne l'impression d'être dans ton monde. Si chaque session, c'est un truc super cadré, super rythmé, que tu as écrit à l'avance, etc., laisse-moi tranquille. Tout ça, c'est des petits outils que j'utiliserai à la marge, mais vraiment à la marge. Start with a strong opening. Bon, ça, par contre, je vais quand même le mettre au-dessus de C. Je vais pas le mettre en A, je vais pas en B. Si, en vrai, en A. C'est pas le S, tu vois. C'est pas le truc de la campagne, c'est vraiment l'outil de démarrer avec un truc un peu cool, pas présenter vos personnages, chacun votre tour, etc. Pour un petit one-shot à l'arrache, je dis pas. Quand je fais des one-shots, c'est vraiment pas le truc que j'aime préparer, donc il y a beaucoup d'impro, etc. Je réfléchis pas à 50 000 scènes à l'avance et tout, nécessairement. Donc c'est ok que ça démarre un peu doucement. Souvent, c'est pour tester un jeu. Je joue pas de la même manière que d'habitude. Et en campagne, y a qu'un début. Et j'aime bien que ce début soit un peu marquant. Donc, effectivement, je vais essayer de réfléchir à ce qu'il y ait un strong opening. Mais ça veut pas forcément dire une scène d'action. Ça veut pas forcément dire... ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Mais effectivement, je pense un petit peu à mon début de campagne. Autant que faire se peut. Démarrer petit. Je vais le mettre en... ça, c'est plus un truc de world building. Je vais le mettre en B. En fait... Je pense qu'il ne faut pas surcharger la bête. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a deux choses. Il y a le world building. Pour moi, le world building, c'est au cœur du jeu de rôle et de ce que j'aime dans le jeu de rôle. Et du coup, je pense à des trucs énormes, etc. J'en parlais sur les articles du blog récemment. Donc, je pense pas à mon univers en commençant par un village comme on le conseille, etc. Non, moi, j'ai envie de voir loin et tout. Par contre, pour la campagne, oui, à un moment donné, il va falloir zoomer sur un endroit et démarrer par là. Use failure to create tension. Alors voilà, ça, c'est bien mieux que Embrace a failure as opportunity pour moi. Je vais le mettre en B, parce que pour moi, c'est évident. Effectivement, il y a une limite à l'échec. C'est-à-dire que vous allez, si les PJ arrêtent pas de rater et que chacun de leurs échecs provoque pas grand-chose pendant trop longtemps, là, c'est problématique. Pour moi, si le PJ, il arrive pas à ouvrir la porte du donjon, parce qu'il a raté son jet de crochetage, c'est pas grave. On peut encore défoncer la porte et ça va faire du bruit. On peut encore faire plein de trucs, en fait. On peut même décider de pas aller dans ce donjon si on propose un monde. On peut revenir plus tard, on peut fabriquer un bélier, on peut faire plein de trucs. Et c'est pas au MJ de dire au PJ non mais en fait, tu essayes d'ouvrir la porte et là tu te rends compte qu'il y a une fenêtre. Oui, je sais pas, genre, je me dis que le joueur peut être à l'initiative de ça aussi. Il peut dire ok, je vais chercher une autre entrée. Est-ce qu'il y a une autre entrée? Et là, le MJ peut se dire oui, je vais te donner une autre entrée. Mais c'est pas parce que tu as échoué avant que je te donne une autre entrée. C'est parce que tu t'intéresses au monde que je me dis il y a peut-être une autre entrée, effectivement. Ça, c'est plus engageant que de recevoir tout le temps une perche et juste de me dire la meilleure chose que je puisse faire, c'est d'attraper cette perche. Donc, emmène-moi, MJ. Et s'il y a beaucoup d'échecs, etc., et sur des trucs qui, effectivement, ne provoquent pas tout de suite de l'attention, là, peut-être qu'en tant que MJ, je vais essayer de réinjecter de l'attention. Je vais pas, dès qu'il y a un GD... forcément faire des jets de dés pour des trucs hyper importants pour le rythme et tout. Il peut y avoir des jets de dés un peu triviaux. On sait pas ce que ça va amener, mais ça peut amener quelque chose. De temps en temps. C'est toujours une sorte d'équilibre. Bref, je parle trop. Prenez le feedback et ajustez. Je vais le mettre en B. En fait, oui, il faut prendre le feedback, mais pas le feedback de n'importe qui. C'est comme les conseils que je suis en train de vous donner, quoi. Et ça termine très bien la vidéo. C'est que le feedback de qui, en fait? Je joue avec des gens que je connais pas et qui me donnent du feedback. Mais honnêtement, si dans ma table régulière, etc., tout le monde kiffe, je n'en ai rien à fichtre de son feedback. Enfin, en soi, c'est plutôt, je prends le feedback, tu vois, logiquement, je t'écoute et tout.
Mais si t'en fais des caisses, etc., et qu'on se connaît pas, et qu'en fait, a priori, on va pas rejouer ensemble, ou si t'es quelqu'un d'aléatoire sur Internet, je m'en fiche. Le feedback qui m'intéresse, c'est celui de ceux à qui je prête une certaine crédibilité, ceux envers qui j'ai confiance, et ceux avec qui j'ai envie de passer du temps. Et donc, je vais pas ajuster ma manière de faire, mais ça me semble une évidence, là, comme ça. Pourquoi je suis en train de prendre le temps de dire ça? Je vais pas ajuster ma manière de faire à chaque personne que je croise, en fait. C'est comme le fait d'impliquer tout le monde, le fait de tout le temps s'adapter. En fait, on peut pas tous tout le temps s'adapter les uns aux autres, sinon on va juste devenir une sorte de collectif. Je sais pas, on va se transformer en une sorte de morve. Je sais pas. En fait, il faut avoir quand même des envies assez affirmées, etc. Et potentiellement se séparer des gens avec qui ça... Vraiment, on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est plus simple que de tout le temps s'adapter aux autres, de vouloir plaire à tout le monde. Donc, prendre le feedback, oui, mais pour les gens avec qui je me plais à jouer, les gens que je trouve rigolos, les gens qui ont une sorte de vibe que je peux pas forcément définir plus que ça, et qui me font me dire « Ah, c'est avec lui que j'ai envie de jouer, même si on n'est pas d'accord sur tout, etc. » Il y a une vibe, il y a un truc. C'est un bon moyen de progresser parce que vous savez que vous adaptez votre création à la manière dont elle est perçue par ceux à qui vous adressez cette création. Ça, c'est aussi un petit peu une des différences entre l'écriture et le jeu de rôle. C'est que dans le jeu de rôle, les feedbacks qui vous intéressent le plus, c'est ceux de quelques personnes que vous choisissez, que vous trouvez inspirantes, probablement, et celle des gens avec qui vous jouez. En écriture, entre guillemets, le succès, si c'est ce que vous cherchez, le fait, au-delà du plaisir d'écrire votre truc, si vous cherchez à ce que ça plaise aux gens, etc., vous devez prendre le feedback d'un auditoire, en fait, de plein de monde, un truc déshumanisé, et potentiellement vous ajuster à ça. Et ça change pas mal de choses quand on y pense. Sur ce, je vais terminer la vidéo. Je terminerai en disant que, pour ceux qui suivent la chaîne, sachez que dans les vidéos qui vont venir, etc., je vais essayer de vous proposer des trucs de world building, des trucs de machin et tout. J'ai envie de mettre plus de réflexion avant de vous partager quelque chose qu'avant. J'avais vraiment trop raccourci ce laps, donc je vais faire moins de vidéos, ça a déjà commencé d'ailleurs. J'essaye en ce moment de trouver qu'est-ce que j'aime dans le jeu de rôle de manière plus fondamentale, même si je sais que c'est mouvant, et de moins expérimenter des trucs. Que j'ai le sentiment que c'est un peu pour ça à la base aussi que je regarde moi-même des trucs de conseils de jeux de rôle, etc. Je cherche pas à faire comme les autres. Je cherche à trouver des moyens de mettre des mots sur des choses que j'ai envie de faire dans ma tête, etc., qui sont un peu floues, et de les délivrer plus facilement, plus rapidement aussi, en gardant du plaisir et sans être trop dans l'inconfort. C'est ça que moi je cherche dans des conseils, etc. C'est pour ça que je suis imperméable aux conseils en écriture qui disent il faut suivre cette structure climax, nanan, pibaboum, parce que c'est pas comme ça que je pense les trucs. J'ai d'abord l'idée que j'ai envie de délivrer. Ce dont j'ai besoin, moi, c'est un peu de mantras, de petits tricks, des trucs un peu plus modulaires. Et c'est ça que j'ai envie de partager, en fait. Parce que j'ai envie de partager des trucs que j'aime. Et je terminerai cette vidéo avec quelqu'un qui fait très bien ça, c'est Runehammer. La personne qui partage la manière qui me parle le plus autour du jeu de rôle. Il part de son expérience et il essaye d'en faire des mantras, des choses simples à retenir, et c'est à prendre ou à laisser. C'est pas des structures et tout. Donc là, moi, je vous ai fait le tri des mantras un peu bidons avec cette tier list. Est-ce que ces mantras servent à quelque chose, ceux de Runehammer, ceux de la tier list et tout? Bah, ça va dépendre de vous, il faut les choisir, etc. Moi, je vais essayer de vous en proposer. Alors, peut-être pas sous la forme de mantra, de phrases toutes faites comme ça, mais je vais essayer de revenir un peu plus à du conseil, sur des trucs un peu précis, des petits tips, des petits tricks, et ce sera à vous de faire le tri là-dedans, etc. On va lire vite fait les trucs de Runehammer, pour terminer. Je laisserai le torrent s'écouler. Je me souviendrai de tout. Je construirai un monde à partir de leurs actions. Je serai un architecte. Je serai un poète. Je serai énergique. Je les aiderai à s'élever. Et je disparaîtrai. Je serai un phare de camaraderie. Je serai une terreur dont il faut se méfier. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous.